Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un séminaire sur les microcontrôleurs et la connectivité, c'est-à-dire la manière dont ces microcontrôleurs sont connectés aux capteurs et à l'environnement. Alors, je vais d'abord parler de système, de conversion, de transmission. Ensuite, je présenterai quelques capteurs, comment se font les connexions avec les microcontrôleurs. Donc justement, j'en parlerai également avec les périphériques de ces microcontrôleurs. On verra quelques solutions pour faire du prototypage rapide, les cartes et les microcontrôleurs qu'on doit retenir en fonction de ce qu'on veut faire, et je finirai par quelques exemples. Alors, dans un système classique, on va retrouver tout d'abord le capteur. Donc le capteur, il est dans un environnement, il va venir mesurer soit la température, l'humidité, le courant, la tension, la pression, le couple, la force, l'accélération, la vitesse de rotation, etc. Donc il y a des capteurs qui sont plus ou moins classiques et des capteurs un peu plus récents que sont les micro-electromechanical systems. Alors, les signaux qui vont mesurer vont être souvent assez faibles, il va falloir les filtrer, les amplifier, donc c'est le conditionnement. À cette étape, on peut aussi également avoir donc la conversion analogique numérique. Elle peut aussi se faire plus tard. Donc ces signaux, pour pouvoir les utiliser, il va falloir les transmettre. Donc pour la transmission, tout dépend si le signal est encore sous forme analogique ou numérique. Il faut distinguer deux choses. D'abord, le layer, c'est-à-dire le support de transmission, qui peut être un filaire, optique, par air, par onde radio, et le protocole. Donc le protocole, on va plutôt s'attacher à la partie protocole pour voir les différents types, l'I2C, l'UART, etc. Et donc, arrivé à destination, il va falloir les utiliser sur le processeur, et pour ça, il va falloir les convertir. Donc s'ils ne sont pas déjà convertis, donc les rendre sous forme numérique. On a besoin donc d'un ADC, un Analog to Digital Converter. Et ensuite, on a la dernière étape qui est l'étape du traitement, donc dans le processus qui va lui permettre de faire une analyse, l'utilisation, le contrôle et surtout le stockage de l'information. Alors, un exemple d'une commande d'une machine, d'un moteur, hein. Donc on va avoir un moteur, ici c'est un moteur asynchrone, qui est alimenté par un onduleur triphasé qui puise son énergie d'un redresseur. Donc ce système-là, ben, il est monitoré par des cartes de courant, éventuellement des cartes de tension, une mesure de la position ou de la vitesse du moteur, donc avec un codeur. Et donc tout ça arrive sur la carte de commande qui va donner des ordres pour commander l'onduleur. Un autre aspect, c'est l'Internet des objets. Donc on va avoir une structure qui est reliée via un support Internet, donc par Wi-Fi, par des liaisons filaires J45, par de la 4G. Et donc là, on requiert la présence d'une base de données qui tourne sur un serveur. Donc je vais vous montrer donc, une base de données MySQL et Firebase. Et les éléments qui gravitent autour, bah, ça va être les capteurs. Là, je prends un exemple de capteur de pression artérielle ou de température, des boutons d'action de patients ou bien des capteurs d'hygrométrie pour des plantes. Et également donc des smartphones ou des systèmes portatifs qui permettent de visualiser l'information ou alors des desktops, hein, donc un client web qui permet aussi de visualiser ou d'interagir avec les données de la base de données. Exemple avec sous Firebase, vous voyez ici un système qui permet l'affichage, mais également la mesure, l'accéléromètre ici, la mesure de température, d'humidité, et qui va transmettre à la base de données. C'est une base de données temps réel. Firebase est une base de données NoSQL, donc qui est proposée par Google. Et d'un autre côté, je vais avoir un programme sur un smartphone qui va venir également visualiser ou interagir, hein, on peut jouer ici, pour pouvoir interagir instantanément avec l'IoT qui est ici. Alors, les systèmes connectés vont avoir différentes tâches.
de stockage. Donc si c'est du offline en local, c'est ce qu'on appelle des data loggers. Donc ils peuvent stocker soit sur de la mémoire flash interne au microcontrôleur, soit sur un système qui est connecté avec le microcontrôleur via des pins ici, et puis qui va stocker sur une mini SD card ou micro SD card. On peut avoir aussi un système qui mesure et qui envoie des données, donc un online data logger. Alors les données peuvent être stockées localement, donc dans la même pièce, on va dire, sur un PC qui est connecté via une liaison RS-232, donc un COM port over USB ou autre. Et donc après, donc ça va être stocké sur de la mémoire flash USB ou de la SD card. Également, on peut avoir un stockage distant à une base de données MySQL, Firebase. Et ces systèmes-là vont recevoir des ordres et ils vont permettre aussi l'affichage à distance. Donc ici, c'est un exemple qu'on va voir plus tard de log de position GPS, donc latitude, longitude, altitude, vitesse, et puis le DTH. Et puis voilà comment se fait par exemple la sélection de données qui se trouvent donc entre une date et une autre date. Et donc c'est une requête que l'on adresse à la base de données MySQL et qui envoie ces informations. Donc, parmi les composants du système, on va retrouver également le microcontrôleur. Donc, c'est lui qui va comporter les interfaces d'entrée-sortie logique, d'ADC, les interfaces de communication. On va retrouver les capteurs. Donc, c'est ceux qui vont transformer les grandeurs physiques du processus et de l'environnement en des grandeurs analogiques, qui sont des tensions, ou des grandeurs numériques, si vous avez directement l'interface numérique à l'intérieur du capteur. Et on va avoir les actionneurs, ça va être de l'électronique de puissance, donc des hacheurs, des onduleurs, des moteurs, donc les différents types, du brushless DC, du moteur asynchrone ou des servomoteurs. Donc ceux qui vont permettre donc d'agir sur le système, donc on ne peut pas les avoir quand on a des IoT par exemple. Et puis on va avoir également les sources de tension. Donc l'énergie primaire qui va alimenter ce système, ça peut être des batteries LiPo, ça peut être le réseau si on a une connexion directe au réseau électrique, ou des PV, et également donc le serveur web avec sa base de données. Alors, donc tout ça fait partie de ce qu'on appelle la sphère des Internet of Things, donc les IoT. Donc c'est-à-dire vous avez des petits systèmes, small devices, qui sont capables de mesurer et de transmettre les informations. Et vous allez avoir de l'autre côté des systèmes portatifs de visualisation d'informations et qui peuvent donc visualiser et interagir. Donc ils sont bidirectionnels. Ils peuvent agir sur l'IoT, donc lui-même, et comme ils peuvent juste donc agir sur la base de données ou prendre d'autres actions vers le contrôleur. Alors les avantages et les inconvénients, c'est super facile à programmer de nos jours, avec des coûts très très réduits, je vais vous montrer plus tard. Ça permet, avec une très très faible consommation d'énergie et une haute connectivité, d'avoir des applications complètement nouvelles. Et vous avez quand même un désavantage, c'est que vous avez quelque part ouvert une brèche, une fenêtre sur votre système, donc qui va montrer que vous pouvez avoir une intrusion sur votre système à vous. Alors on va parler de capteurs maintenant. Donc on a dit que les capteurs, c'est des systèmes qui vont vous permettre de mesurer soit les variables de l'environnement, on va dire physique normale, température, humidité, vitesse, luminosité, position, force, etc. Ou des capteurs de variables électriques, donc des mesures de courant, de tension, d'induction magnétique. Et ces systèmes, ils peuvent être classiques, ils peuvent être sous la forme de micro-électro-mechanical systems, avec ou non des interfaces numériques en sortie. Alors, on a besoin d'interfaces qui permettent d'avoir des retours, soit sous forme numérique, soit sous forme de tension analogique,
et non pas des systèmes visuels. Donc ça ne nous sert à rien, les systèmes visuels. Je vais prendre l'exemple de capteur de température, un thermomètre visuel, donc ça sert pour l'humain, ça ne nous sert pas du tout pour des IoT. Ce dont on a besoin, c'est ce genre de système. Donc, vous avez ce qu'on appelle la PT100, hein, Platinum 100 ohms, qui donne 100 ohms à 25 degrés Celsius. Donc, une RTD, hein, c'est souvent comme ça. Donc, c'est un fil, un conducteur autour d'un support en céramique ou en verre, et dont la résistance change en fonction de la température. On va plutôt exploiter ça. Vous avez des thermistances, donc négatives, positives. Vous avez des thermocouples, on va plutôt parler de thermocouples. Et vous avez des systèmes qui sont des circuits intégrés, comme ces systèmes-là. On va en présenter quelques-uns. Alors, le thermocouple, le principe de fonctionnement du thermocouple, c'est que vous avez deux métaux différents qui sont soudés en un point qu'on appelle le point chaud. Et à ce niveau-là naît une tension très petite par effet Seebeck. Et cette tension, on va venir l'amplifier. Alors, les plus connus, c'est les thermocouples type K, qui permettent des plages de mesure assez grandes. Et donc, on va venir les souder. Donc, ils sont déjà soudés au niveau du point chaud. Et on va venir les connecter aux entrées d'un transducteur qui est celui-là. Donc on peut utiliser, l'ancien c'est le Max 6675, celui que j'ai utilisé, et maintenant il a été relayé par son grand frère qui s'appelle le Max 31 855. Donc l'intérêt c'est que j'ai directement sorti du numérique, et il a même fait la compensation de ce qu'on appelle la soudure froide, parce que là il y a un contact, donc forcément il y a aussi une FEM, et donc il compense ça. Il a une mesure de température locale qui permet donc de compenser cette tension de soudure froide. Et donc je recueille le signal directement sous forme numérique. Alors vous voyez ici par exemple le signal en vert c'est la clock, le signal en jaune c'est l'information, donc qui est ici, slave output, master input, donc qui va dans ce sens. Et puis, vous avez un chip select, donc là il est inversé, vraiment quand je passe à 0, j'active le microcontrôleur, enfin le microcontrôleur active la demande d'envoi des données de ce système-là. Donc après je peux venir stocker l'information, puis la visualiser, là vous voyez la température qui monte, qui descend. Donc là c'est la clock, le chip select, et puis l'information qui est détaillée dans ce qu'on appelle la datasheet du composant. Vous pouvez avoir des détails en regardant, en allant sur le site web ici. Alors, quelques cartes que j'avais fabriquées à l'époque. Donc, vous voyez ici le Max 6675, donc qui est avec ces 3 fils de liaison donc SPI. Et vous avez le capteur thermocouple. Donc ça, c'est le point chaud. Pardon. Donc vous avez le capteur de thermocouple, donc vous voyez ici le point chaud, ok, et vous voyez ici la taille d'une alimentation par pile, donc c'est une pile AA. Ici c'est un module de transmission Bluetooth, donc vous avez une carte qui est un peu plus belle, on va dire, avec plusieurs possibilités de mesure. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8e que je n'ai pas soudé. Et vous voyez ici un autre thermocouple qui est très très fin, voilà la pointe où on fait la mesure. Vous voyez la taille ici, le microcontrôleur, c'est une forme SOIC, et ici un module Bluetooth en QFN. Un système encore plus récent qui est basé sur un ESP 8266 et toujours le transducteur Max 31855, mais ce système-là, en fait, il est stackable, c'est-à-dire que je peux en mettre jusqu'à 8 cartes et qui sont commandées par le même microcontrôleur. Et donc ça me permet d'avoir 32 mesures en même temps. Et sur le gâteau, vous avez ici, j'ai implémenté une interface web qui me permet, enfin c'est un serveur web avec une interface qui me permet donc de télécharger les données sous format CSV ou JSON. Et puis il y a aussi une action avec un régulateur PID qui me permet donc de contrôler un relais statique pour faire chauffer ou pas
un système de chauffage avec donc un relais statique, et puis vous pouvez activer une résistance chauffante. Alors concernant les capteurs de température du type circuit intégré, donc le plus connu maintenant c'est le DHT11, DHT21. DHT11 c'est ça, vous en avez 5 pour 1 euro. Alors que le précurseur c'était Sensorion qui l'avait fait, c'était le SHT11. Donc c'est un capteur de température et d'humidité, vous voyez la petite fenêtre qui est là. C'est une liaison un peu particulière à un fil plus une cloque, qui est bidirectionnel aussi. Donc c'est un système que j'ai conçu en 2010. Alors pour connaître la taille, vous avez ici une mini SD card, lecteur mini SD card, et ici vous avez les connexions ici, ça veut dire le pas ici c'est 2,54 mm. Donc ça c'est standard. Donc comme ça vous pouvez connaître la taille de la carte. C'est une carte qui est toute petite et qu'on avait embarqué sur un sac de jus de graines de cacao. Non, de graines de café, pour connaître l'humidité et la température, dans le cadre d'un projet en partenariat avec des gens qui faisaient de la microbiologie. Alors, d'autres capteurs, comme des capteurs de pression, cette fois-ci, alors vous allez trouver des capteurs du type jauge de contrainte. Donc c'est une résistance qui va venir s'étirer et donc changer de longueur. Donc on en met plusieurs comme ça pour augmenter, on les met en série comme ça. C'est-à-dire que s'il y a une extension dans ce sens, vous allez voir la résistance qui change très faiblement, et donc on vient mesurer ça avec un pont de Whetstone, et on a une variation de tension. Et donc c'est ça qui va nous donner une information sur la déformation et donc sur le poids. Donc on va retrouver ça sur les pèse personnes, sur les balances en cuisine, les pèse valises, des choses comme ça. Après, vous pouvez avoir des capteurs sous forme qui utilisent le diaphragme. Vous avez un diaphragme ici. Alors ça, c'est un capteur réluctant, c'est-à-dire que vous avez un changement de réluctance de la bobine 1 par rapport à la bobine 2 quand il y a une déformation du diaphragme. Vous pouvez aussi avoir des systèmes capacitifs, donc il y a un diaphragme qui déforme et vous avez un changement capacitif. Vous avez des capteurs différentiels donc entre P1 et P2, le MPX5050i. Ça c'est utilisé beaucoup en médical. Vous avez des capteurs MEMS, donc miniature, donc là vous avez 2,5 mm, il est très connu, le BMP280, capteur de température et de pression. Il y a des versions avec mesure également d'humidité, donc il y a le 180 et le 280. Donc il est vendu sous forme de carte. Donc moi je ne peux pas souder ça. Par contre vous avez des breakboards comme ça, c'est-à-dire où on arrive à un système qu'on peut facilement connecter, qui fait les 2,54 mm que vous voyez ici. Et puis vous en avez aussi au niveau des voitures, ce qu'on appelle les TPMS. Et tout ça se fait par liaison I2C, donc avec juste 2 fils et une masse. Alors, les capteurs de distance, donc vous avez le traditionnel capteur ultrason, donc ici le HC SR04, donc il émet de l'ultrason qui va venir se réverbérer, donc se réfléchir sur un objet, et donc on a l'écho, donc la vitesse du son c'est 340 mètres par seconde, donc vous voyez il émet une impulsion, et le système là, sur une pin, va nous renvoyer un franc, et la longueur, enfin la largeur de ce franc est proportionnelle à la distance de l'objet. Et donc bon, ça c'est assez vieux, c'est pas super précis. Il y a des nouveaux systèmes qu'on appelle les time of flight. Le VLC Control L0X, c'est le plus connu actuellement. Ils sont vraiment pas chers et très précis. Donc c'est des lasers infrarouges. Et puis l'interface, c'est de l'I2C, vous voyez SCL, SDA. Il faut juste prendre ces 4 pins là, alimenter la masse, et puis les 2 pins de communication avec un microcontrôleur, voilà, 4 fils et c'est fini. En un quart d'heure, vous avez un capteur qui capte jusqu'à 4 mètres, très très précis. Après, vous avez des lidars, donc c'est des systèmes, vous avez déjà vu sur des robots qui tournent en plus, donc c'est le même, mais qui tourne sur 360 degrés en 3D, et qui permettent de scanner l'environnement total. Vous avez les capteurs de vitesse de rotation et de position rotorique.
Donc il y a trois grands types. Il y a les capteurs codeurs incrémentaux, le codeur absolu et les résolveurs. Donc le codeur incrémental, vous avez des photos ici. Donc le principe, c'est que vous avez un disque comme ça, perforé, hein, on le voit ici, et qui va plus ou moins laisser, passer ou ne pas laisser passer la lumière entre une diode et une photodiode. Donc c'est dans la fourche qui est là. Là c'est vu d'en haut. Et donc on va avoir des francs. Donc vous avez deux rangées de capteurs. Vous avez une rangée canal A, canal B qui sont déphasés physiquement de pi sur 2, ce qui permet donc de connaître le sens de rotation. On va d'abord avoir le canal 1 qui va avoir un franc montant, puis le canal B. Et si on tourne dans l'autre sens, c'est d'abord le canal B, puis le canal 1 qui vont avoir le franc montant dans l'ordre. Donc là, je peux avoir le sens de rotation, et avec cette fréquence, en comptant dans le temps les francs, je vais avoir donc la vitesse, ou la variation d'incrément, c'est-à-dire le nombre d'incréments par seconde. Après, vous pouvez voir une autre piste avec un seul trou, qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle la position absolue, c'est un top index, pour situer où se trouve le capteur, enfin le rotor à un instant donné, c'est-à-dire le passage à zéro, on peut remettre à zéro, et par contre, c'est pas vraiment de la position absolue, c'est-à-dire il faut qu'on fasse au moins un tour pour repérer le top index, et à partir de ça, on va commencer à cumuler les incréments pour constituer la vraie position angulaire θ. Donc c'est un capteur qui n'est pas cher, contrairement au capteur absolu, qui lui dispose, par exemple ici vous avez 8 pistes, donc un capteur 8 bits, et donc pour chaque bit vous allez avoir ce système de trous, ok, sous forme binaire. Donc on ne le fait pas vraiment sous forme binaire, ça c'est juste pour expliquer, on le fait en codage gré, mais cette structure elle est beaucoup plus chère, elle est plus compliquée, vous voyez le nombre de diodes qu'il faut, et il n'est pas trop utilisé. Maintenant, on préfère le résolveur, qui est un système avec un transformateur tournant en alpha-bêta, donc en 90 degrés, et on décode ensuite une enveloppe de sinus-cosinus d'un signal qui est en haute fréquence, entre 10 kHz ou 14 kHz. Donc ça, c'est très utilisé en industrie. Il faut avoir par contre l'interface qui décode. Donc là, les interfaces, elles sont, pour le codeur incrémental, sont directement implémentées sur des microcontrôleurs. Là, il faut une interface spécifique pour alimenter et puis décoder. Mais on a la position absolue. Alors, on a aussi des capteurs magnétiques. Donc c'est B, on mesure en Tesla, plutôt en Gauss ici. On vous donne, donc 1 Tesla, c'est 10 puissance 4 Gauss. Donc vous allez avoir des capteurs linéaires, qui vont être utilisés pour avoir une mesure, vous voyez ici, en fonction d'induction magnétique. On va avoir une tension qui peut varier autour de 2,5 volts, de 1 volt jusqu'à 4 volts. Donc c'est assez linéaire. Et donc ça nous permet de faire de la régulation, par exemple pour faire de la lévitation magnétique ou des choses comme ça. Après, vous pouvez avoir des capteurs bipolaires qui font du tout ou rien, c'est-à-dire soit ils voient un nord, soit ils voient un sud. Donc on va les utiliser, par exemple, dans la commande brushless DC, la commande avec capteur, parce qu'il y a la commande sans capteur, la commande avec capteur des moteurs brushless DC. Ça, c'est l'exemple d'un moteur linéaire, avec les 3 sondes à effet Hall, HA, HB, HC. Donc vous voyez la taille, c'est tout petit, donc ça c'est mon pouce. Donc c'est assez petit comme capteur, et encore plus petit. Donc il suffit de 3 fils, alimentation, masse, et la valeur c'est du tout ou rien, donc c'est du 0,3 V 3 ou du 0,5 V. Donc on va l'utiliser pour détecter aussi des mouvements, intrusions. Alors les capteurs de courant et de tension, donc on ne parle plus des systèmes shunt qui sont à mesure de tension au bord d'une résistance, parce qu'ils sont souvent, donc on n'a pas d'isolation électrique, et on préfère donc des capteurs dits à effet Hall. Donc là on a une isolation galvanique, c'est une isolation à air, c'est-à-dire que le courant primaire passe dans un conducteur, il n'y a aucun contact électrique entre ce conducteur et le circuit secondaire qui est branché au microcontrôleur. Donc le principe c'est que vous avez une pastille ici, à effet Hall. C'est une pastille qui va être parcourue par un courant
très précis, ok, et elle va être soumise à un champ, donc intégrale de HDL égale somme des NI, donc N1I1 plus N2I2 égale l'intégrale de HDL, donc pratiquement tout va se retrouver au niveau de l'entrefer. Et donc elle va permettre de détecter s'il y a ou pas un champ. Le principe c'est d'annuler ce champ, c'est-à-dire qu'on va alimenter le courant I2 ici, de manière à compenser parfaitement et avoir l'intégrale de HDL égale 0. À ce moment-là, N1I1 vaut N2I2, et donc on connaît parfaitement N1 et N2, généralement N2 est beaucoup plus grand que N1. On est capable donc d'avoir une image de ce I1, et c'est très rapide. Donc avec ce système d'amplification, on va faire passer ce courant I2 dans une résistance bien connue de mesure, et on sort cette tension. Donc UN est directement proportionnel à I1. Vous voyez? Donc c'est des modules LEM. LEM c'est une marque. Et donc ça permet de la mesure de courant instantané, de courant alternatif et de courant continu, bien sûr. Donc c'est une conversion courant-tension. On va rajouter un peu de filtre. Donc il y a une notion de bande passante parce qu'il faut que l'électronique puisse suivre. Donc ça c'est des systèmes qui valent entre 5 euros et 30 euros. Tout dépend du calibre, de la provenance. Et puis vous allez avoir aussi des systèmes qui sont monolithiques, qui sont plus petits, comme celui-là, la CS758. Vous voyez, le courant passe là-dedans et la partie mesure, elle se fait ici. Donc on a une isolation entre les deux. Ou celui-là, vraiment pas cher, mais un petit peu moins précis. Alors le capteur de tension LEM, ben, c'est le même principe, sauf que ben, on va juste mettre une tension, on va créer un courant à l'aide de grosses résistances là, un petit courant, donc il va passer et puis on va mesurer, c'est le même principe. Vous voyez ici, donc ça c'est le LV25 qui est assez connu, et les capteurs de courant, les LTA50 ou LTS25, ceux qui étaient sous forme d'escargot là, les ronds. Donc là, on a besoin de résistance extérieure, des résistances de puissance qui supportent la tension. Il y a de nouveaux systèmes qu'on appelle les ACPL C87. Donc c'est des petits SOIC 8 pattes, mais ils mesurent des toutes petites tensions. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion d'isolation électrique entre le circuit de mesure et le circuit primaire. Alors, concernant les mesures, les accéléromètres et les centrales inertielles, donc IMU, c'est Inertia Measurement Unit, ça a fait la révolution des nouveaux systèmes de transport, hein, les Segway, les quadrirotors. Donc ça coûte vraiment pas cher maintenant, hein, vous en avez pour 2,50 € ce qu'on appelle une 10 degrés of freedom, 10 DOF, ça veut dire que dedans il y a 3 accéléromètres, donc un accéléromètre 3 axes, X, Y, Z, un gyroscope qui donne donc l'accélération angulaire 3 axes, et puis un magnétomètre, une boussole magnétique 3 axes. Et on va rajouter un altimètre comme ici, donc c'est un baromètre, hein, avec une résolution d'ordre de 10 cm, et tout fait 10 degrés de liberté, donc on appelle ça un 10 DOF, donc comme un 9 DOF MPU 6050, hein, c'est celui-là. Donc on les repère sur leur carte parce qu'il y a le triade là, X, Y et Z. Vous voyez ici X, Y et Z. C'est comme ça qu'on les repère sur la carte. Ça c'est son grand frère, le 9250. Donc on va l'utiliser dans les avions, les sous-marins, les robots, les choses comme ça. Donc le principe c'est vraiment sur le silicium, il y a un pen, je vous invite à aller regarder des animations. Donc c'est une structure en peigne et donc les dents du peigne, donc il y a deux peignes qui se font face à face et vous avez les dents des peignes qui se rapprochent en fonction de l'accélération. Donc ça mesure la gravité, c'est-à-dire l'accélération absolue et l'accélération instantanée. Donc moi je les ai utilisés, alors regardez, ça c'est un ancien capteur, c'est un accéléromètre 2 axes, donc X et Y seulement, comme ça. Par liaison SPI, et je transmettais ça à un microcontrôleur. Ensuite, je transmets ça à distance. Donc ça, c'est embarqué sur un rotor de moteur asynchrone, et ça m'a permis d'avoir le couple instantané au démarrage. Donc vous voyez ici les fameuses ondulations du couple instantané de démarrage d'une machine asynchrone.
lors de la montée en vitesse. Donc ça, c'est la vitesse mesurée. Donc on voit bien les ondulations de la vitesse ici qui correspondent aux ondulations du couple instantané. Et ça permet, donc ça c'est avec la mesure de l'accélération tangentielle, et avec la mesure de l'accélération normale, donc la force centripète, on a une notion de vitesse. Donc vous voyez ici la vitesse, jusqu'à ce qu'il sature, parce qu'il n'est pas fait pour mesurer de très fortes accélérations normales. Donc voilà, c'est fait avec une estimation à partir de l'accéléromètre. Vous avez les formules ici si vous voulez.